Vous écoutez Diaspol Art sur la radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM en région parisienne et sur la radio Passion Culturelle www.larpcplus.online sur la chaîne YouTube et le Facebook Live de la RPC Radio et aussi sur Zeno Radio de 8h à 10h avec Lydia Antoine et Simplice Animaux. Oui, bonjour Lydia, sur la radio Fréquence Paris Pluriel, ce dimanche, Diaspolart, l'émission qui parle de la diaspora, la politique de l'art. Depuis ici les Moulineaux, dans les studios de la radio Passion Culturelle, la radio partenaire de la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne, www.rfpp.net et la radio Passion Culturelle, ici les Moulineaux. Lydia, bonjour. Oui, bonjour Simplice, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de l'émission Diaspol Art, comme il vient de le dire, Simplice, Diaspora Politique Art, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité, à la politique, à la culture, à la littérature, au patrimoine et aux grandes voix de la diaspora africaine, afro-caribéenne et du monde. Chaque semaine, nous vous proposons des débats, des analyses, des rencontres avec des personnalités, des artistes, des écrivains, des acteurs associatifs et des femmes et des hommes qui font vivre nos cultures et contribuent à bâtir des ponts entre les peuples. Parce que comprendre notre histoire, valoriser nos cultures et encourager les talents est essentiel. Diaspol Art est un espace de dialogue, de réflexion et de découverte. Cette émission est présentée par, bien sûr, Simplice Animaux et Lydia Antoine. Et nous sommes heureux de vous retrouver, que vous nous écoutiez aussi sur Radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et aussi sur la radio Passion Culturelle, www.larpcplus.online sur notre chaîne YouTube, Facebook Live de la radio Passion Culturelle ou encore sur toutes les autres plateformes. Merci de votre fidélité. Installez-vous confortablement. Nous avons préparé pour vous une émission riche en découvertes comme d'habitude, n'est-ce pas Simplice? Et c'est chaque dimanche à partir de 8h sur la FM, 106.3 FM et à partir des 10h sur la radio Passion Culturelle. Alors Lydia, donne-nous le lien de la radio rapidement et la fréquence aussi, vas-y. Oui, www.larpcplus.online sur la chaîne YouTube et le Facebook aussi de la radio Passion Culturelle. Vous avez la possibilité aussi d'avoir des infos sur TikTok, LinkedIn, Instagram et aussi le réseau X. Alors, asseyez-vous et branchez-vous sur l'émission Diaspol Art, Diaspora Politique Art avec Simplice Animaux et Lydia Antoine. Alors, Diaspolart, chaque dimanche, en multidiffusion partout dans le monde, sur tous les réseaux, on occupe l'espace, Lydia. Et ce jour, on commence avec l'artiste du dimanche, il s'appelle Jean-Eudes, originaire des Antilles. Il sera avec nous en studio tout à l'heure. Oui, c'est bien ça. Il sera avec nous en studio tout à l'heure. Voilà. Et bien sûr, c'est un grand artiste. On va la voir. Et bien sûr, il n'y aura pas que ça, Simplice. Et aussi, dans la chronique débat sur la radio-fréquence Paris Pure dans Diaspolart, débat, nous allons parler de la réparation de la traite négrière, par exemple, avec notre ami Yves Tapé, chroniqueur aussi dans cette émission. Et oui, bien sûr, le débat d'aujourd'hui est porté sur l'esclavage et les réparations, mémoire, justice et avenir. Nous vous invitons à suivre cet échange avec attention et aussi à suivre aussi la réflexion avec nous. Aussi un anniversaire, assez triste, la mort de l'ex-président de Haïti, Jovenel Moïse. Ça fait bientôt 2 ans, 3 ans, 4 ans. 5 ans, 2021, 2026, 5 ans déjà. Le temps passe vite. 5 ans déjà, oui, malheureusement, oui. Qu'il repose en paix. Nous en parlerons tout à l'heure dans la chronique débat avec notre ami aussi Jean-Yves Tapé. Et on fera un clin d'œil à la Coupe du Monde.
Et pour soutenir aussi l'équipe de France, qui a eu un match assez spécial avec le Paraguay. Oui, c'est bien ça. Et ça sera pour tout à l'heure, hein, c'était carrément un boxing club, hein, ce match France-Paraguay. où Mbappé recevait des coups de poing carrément dans le dos. Ah oui, vraiment. Il fallait... C'était extraordinaire. Ah oui. On en parlera tout à l'heure. Oui, allô Lydia, ce dimanche, nous allons rendre hommage à un grand président, l'ex-président d'Haïti qui nous a quittés il y a de cela 5 ans, Jovenel Moïse. Alors Lydia, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'homme? Oui, Simplice, aujourd'hui nous revenons sur un événement qui a profondément marqué l'histoire contemporaine d'Haïti, l'assassinat malheureusement du président Jovenel Moïse. Dans la nuit du 7 juillet 2021, 5 ans déjà, plus de 5 ans après ce drame, de nombreuses questions continuent d'alimenter les débats. Je veux dire, au-delà de l'émotion suscitée par cette disparition tragique, hein, on peut dire ça, hein, c'est toute la question de l'avenir d'Haïti, de ses institutions, de sa aussi stabilité politique et de sa démocratie qui demeure au cœur des préoccupations. Alors justement Lydia, on va t'écouter dans un petit résumé, disons une petite chronique hommage donc à ce président sur la radio-fréquence Paris Pluriel et sur la radio Passion Culturelle. On écoute Lydia Antoine sur la mort du président Jovenel Moïse en Haïti, sur le 106.3 FM. Alors Lydia, on écoute là John Steve Brunache pour rendre hommage au président haïtien qui nous a quittés il y a de là 5 ans, Lydia. Oui, bien sûr. Oui, il y a 5 ans, Jovenel Moïse, voilà, nous a quittés. Malheureusement, il a été assassiné, voilà, le 7 juillet 2021 à son domicile, voilà, à son domicile privé à Pétionville. Son épouse Martine Moïse était grièvement blessée et cet assassinat provoque aussi une onde de choc en Haïti, dans la Caraïbe et au sein de la diaspora haïtienne à travers le monde. Alors, à juste titre, nous avons en ligne un journaliste d'origine ivoirienne qui a aussi suivi tout cela de loin, Yves Tapé. Alors Yves, comment est-ce que tu as ressenti tout cela, Yves? Oui, bonjour Yves Tapé, bienvenue. Oui, mais avec une tristesse parce que c'est des faits récurrents. Hein. Vous savez que Haïti, c'est une partie de l'Afrique. Hein. Donc, tout ce qui se passe en Haïti touche l'Afrique et toute la diaspora. Donc, dans ce cas de figure, avec le feedback il y a 5 ans, on se pose la question. La question de fond, c'est quoi? À qui a profité le crime? En un mot, quels ont été les commanditaires? Voilà. C'est la question de fond dans ce cas de figure-là, quoi. Exactement. Cet assassinat provoque aussi une onde de choc en Haïti à l'époque, dans la Caraïbe et au sein de la diaspora haïtienne à travers le monde. Les images qui ont été véhiculées justement sur les réseaux, les témoignages et les réactions se multiplient. Les institutions internationales, de nombreux chefs d'État et plusieurs organisations, ils ont exprimé leur émotion et leur inquiétude aussi face à cette situation sans précédent. Alors, Yves Tapé, toi qui es journaliste d'investigation, si tu devais pointer du doigt les responsabilités, tu dirais que c'est qui? Toi, tu penserais à qui pour l'assassinat de ce président? En fait, moi, selon on fait un métier de recoupement et d'évaluation des informations avant de mettre en perspective. Selon mes informations, selon les informations que nous on a recoupées, on me parle de mercenaires qui
colombien, un certain Badio, ouais, qui a été désigné comme par le chef de la police colombienne. Et puis il y a eu des mercenaires qui ont, enfin c'est des mercenaires colombiens. Enfin tout a été commandé de la Colombie, quoi, voilà. Ok, ben de toute façon depuis lors, la Haïti ne se porte pas bien. Hein. Le pays est pris d'assaut par des gangs dans certaines parties. Et voilà, et donc je crois qu'il n'y a pas de stabilité. Parce que Lydia, tu valides aussi, n'est-ce pas? Très rapidement après l'assassinat, une enquête est ouverte, plusieurs personnes sont arrêtées et des procédures judiciaires sont engagées, aussi bien en Haïti qu'aux États-Unis. Des développements judiciaires continuent d'intervenir jusqu'à maintenant, montrant que toutes les responsabilités n'ont pas encore été définitivement établies. Au-delà de l'enquête aussi, cet événement met en lumière la fragilité des institutions haïtiennes et les immenses défis auxquels le pays est confronté aussi. Cette tragédie pose plusieurs questions essentielles. Comment renforcer l'état de droit? Comment aussi garantir la sécurité des citoyens et des responsables publics? Comment restaurer la confiance entre les institutions et la population? Comment favoriser un dialogue politique permettant aussi de construire un avenir plus stable? Ces interrogations, on va dire, dépassent aussi largement le cas de Jovenel Moïse. Elles concernent l'ensemble du peuple haïtien et tous ceux qui souhaitent voir le pays retrouver la stabilité et le développement. Alors aujourd'hui, les opinions sur le bilan de Jovenel Moïse restent diverses. Certains retiennent ses projets de modernisation et son ambition aussi pour le développement agricole. D'autres soulignent les difficultés rencontrées pendant son mandat et les nombreuses crises auxquelles son gouvernement a été confronté. Quelle que soit la lecture politique que chacun peut avoir, une chose demeure incontestable: l'assassinat d'un président en exercice constitue un événement extrêmement grave pour toute démocratie. Il rappelle aussi l'importance de protéger les institutions républicaines, de privilégier aussi le dialogue politique et de rechercher des solutions pacifiques au conflit. Pour Haïti, l'enjeu dépasse les personnes. Il s'agit de construire un avenir aussi où les désaccords politiques pourront s'exprimer dans le respect des institutions et de la justice et de la démocratie. Alors Lydia, voilà, nous allons lui rendre déjà hommage avec ce titre de John Steve Brunache et on revient dans le débat tout à l'heure. Oui, bien sûr. Sur les 106.3 FM, hommage à Jovenel Moïse. Mettons-vous si autant de rassembler au souple et l'entendre séparer tant pris fait loin de racine. Mettons-vous si autant de rassembler au souple et l'entendre séparer tant pris fait loin de racine. te fait nous ouais
c'est nous pour yo qu'a toujours régné. Jodi a nous comprendre et nous gérer. Jodi a nous comprendre et nous gérer. Nous revenons en studio. Yves Tapé, on va te laisser conclure sur ce sujet. Avant qu'on passe à un autre sujet, on va aussi parler de l'esclavage. Je vais encore plus loin. Au-delà de cela, on pourrait encore poser la question de fond, à qui profite cette instabilité chronique à Haïti? Moi, je dirais, de façon très objective et réaliste, c'est que Haïti continue de payer le lourd tribut de ce qu'elle a fait. En fait, c'est le premier pays, c'est le premier État qui a montré le chemin de la liberté au peuple noir. C'est cette raison-là, c'est cette raison qu'elle continue de payer le lourd tribut. On peut pas, ça, ce sont des analyses de fond que nous avons fait depuis longtemps. C'est pas normal qu'un pays qui a montré le chemin de la liberté continue de payer cette instabilité. Je pense que il arrivait un moment où les Haïtiens, dans un esprit de synergie, se mettront ensemble pour comprendre cela. Voilà. Voilà, super. Sans transition, on va enchaîner en même temps, puisque c'est aussi lié au sujet de l'esclavage. Et il y a un grand sommet qui a eu lieu à Accra, au Ghana, sur le thème de la réparation. Et Jean-Yves Tapé, toi qui as suivi l'événement, même à distance, alors qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Et peut-être que Lydia aussi aura quelque chose à dire concernant la réparation au niveau de l'esclavage, des victimes de l'esclavage. Jean-Yves Tapé. Je dirais qu'il y a eu un sommet sur la réparation des victimes inhérentes à l'esclavage à Accra, qui est la capitale du Ghana. Du 17 au 19 juin dernier. Mais au-delà même de ce sommet, c'est c'est le problème même central de la symbolique même de l'esclavage. Qu'est-ce que l'esclavage a eu comme conséquence pour l'Afrique, au niveau de la diaspora? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'il faut à faire? Est-ce qu'il faut, après ce devoir de mémoire, qu'est-ce qui reste à faire en termes de perspective d'avenir? Voilà. Bon, on parle de réparation financière, on parle de réparation culturelle par tous ces objets de valeur inestimable qui ont été volés à l'Afrique. Mais au-delà de cela, il faut que la véracité des faits soit rétablie. Voilà. Alors, Lydia, sur ce sujet, qu'est-ce que tu as à dire, Lydia? Oui, c'est vrai, un sujet aussi sensible qu'essentiel, l'esclavage et la question des réparations. On sait que pendant plus de 4 siècles, des millions de femmes, d'hommes et d'enfants ont été arrachés malheureusement à leur terre natale, privés de leur liberté et soumis à l'un des plus grands crimes contre l'humanité. Les conséquences de cette histoire continuent d'alimenter les réflexions sur la mémoire, la justice et l'égalité. Aujourd'hui aussi, de nombreuses voix en Afrique, dans les Caraïbes et en Europe et aux Amériques demandent une reconnaissance plus forte de cette histoire et s'interrogent sur les formes que pourraient prendre les réparations. Doivent-elles être symboliques, éducatives, culturelles, économiques ou institutionnelles? L'objectif, ce n'est pas de désigner des coupables, mais d'ouvrir un espace de dialogue aussi, de réflexion, de compréhension. Comment construire une mémoire partagée? Comment transmettre cette histoire aux jeunes générations? Et quelles réponses aussi peuvent contribuer à davantage de justice et de réconciliation? Toutes ces questions, voilà. Mais par contre, qu'est-ce que je pourrais dire? La question que je pourrais poser, pourquoi est-il important de continuer à parler de l'esclavage aujourd'hui? J'aimerais bien poser la question à notre ami. Alors, Lydia te demande, pourquoi est-il important de parler encore de l'esclavage aujourd'hui, Jean-Yves Tapé? Moi, je dirais que, en fait, l'esclavage est la raison fondamentale de tout ce qui se passe actuellement au niveau de la communauté noire et puis de la diaspora. En fait, c'est l'une des clés de voûte même du vivre ensemble. Parce que tant qu'on ne parle pas des esclavages, tant qu'on ne dira pas, on n'exploite pas les causes lointaines, ce qui a créé toute cette forme de discrimination raciale, parce que l'esclavage est lié à la discrimination et au racisme. Tant que les peuples qui ont été victimes, qui ont été pendant longtemps
victimes des manipulations éhontées du joug esclavagiste, ne savent pas ce qu'ils ont vécu, il n'y aura jamais cette perspective de vivre ensemble. L'esclavage est la raison principale, est la cause lointaine de tout ce qui se passe. C'est lié aux discriminations. Parce qu'en fait, pourquoi on parle de discrimination et de racisme aujourd'hui? C'est parce que ces peuples qui ont été esclavagisés ne sont plus considérés comme des êtres humains à part entière. Il y a toute cette volonté d'inférioriser ces peuples-là. Alors que l'esclavage est une page noire qui a aussi créé ce qu'on appelle une forme de marginalisation économique. En fait, comme elle disait tout à l'heure, elle a si bien dit, c'est des êtres humains, c'est des personnes valides qui ont été déportées dans les Amériques, dans les Caraïbes, alors que ces gens pouvaient être utilisés comme une main-d'œuvre, comme une matière grise en Afrique. Donc, il faut d'abord connaître, comme Bob Marley le chanteur, tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas. En fait, tous ceux qui ont été esclavagisés doivent avoir cette fierté avec la reconnaissance, avec ce qu'on appelle une forme de reconnaissance. Et c'est ce document qui a été fait à Accra. Ouais. Le sommet a débouché. Ben oui, c'est vrai. Oui. Mais les conséquences de l'esclavage sont-elles encore visibles dans nos sociétés? Oui, mais il a dit, c'est encore visible, le racisme et tout. Oui, c'est encore visible, exactement, oui. Mais à justice, je voulais poser une question. Alors, quand tu dis réparation, Yves, ou même Lydia aussi, réparation, vous pensez à quoi comme réparation? Quelle serait la forme de réparation? Et quand on pense que... Je te coupe pas. Quand on pense que le Code noir, c'est même cette année que le problème du Code noir en France a été évoqué. Ça veut dire que depuis combien de siècles, ce code était toujours là. Alors quand vous dites réparation, vous pensez à quoi? Comment est-ce qu'on peut faire cette réparation? Accra, je vais saisir cette occasion parce qu'à Accra, le sommet a débouché sur un document final de 46 paragraphes qui prévoit l'intégration de la justice réparatrice. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une réparation culturelle. Les objets qui ont été volés seront retransmis aux Africains. Et puis, il y aura un côté économique. Mais à quoi va servir ces sommes? Ces sommes, parce que moi, je me dis... vont contribuer à l'émancipation des jeunes africains, de la jeunesse africaine? Pour moi, est-ce que c'est possible d'être réparé? Ce sont des vies, une vie... on ne peut pas réparer une vie qui a été gâchée pendant des siècles. Bon, moi, je me dis, peut-être que c'est des compensations, mais vraiment, c'est pas réparable. C'est comme quelqu'un qu'on a tué, on ne peut pas le ressusciter. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que ce que tu dis est assez réaliste. Une réparation, peut-être, il y a ce volet symbolique, parce qu'en fait, tant qu'il n'y a pas de réparation, je pense que les perspectives du vivre ensemble ne seront pas réalisées. Bon, ce que tu dis, c'est vrai. Ce qui a été fait est inestimable. Ce qui a été fait à l'Afrique, on ne peut pas... On ne peut pas effacer ça avec des réparations financières. C'est des actes qui ont atteint l'âme africaine sur le plan psychologique. Voilà, pendant 5 siècles. Alors Lydia, vas-y. Je suis d'accord avec vous deux. Aucune réparation ne pourra jamais rendre une vie perdue, comme tu l'as dit, Simplice. Effacer les souffrances, les violences ou les traumatismes transmis de génération en génération. On ne répare pas une vie brisée. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, justement. En revanche, les réparations peuvent être perçues aussi comme un acte de reconnaissance, de mémoire, comme il a dit tout à l'heure, de justice et de responsabilité envers l'histoire. Elles peuvent contribuer aussi à réparer en partie les conséquences durables de ces crimes sur les sociétés et les descendants des victimes. Voilà. On ne peut pas réparer une vie gâchée. Donc, on va boucler sur le sujet. C'était le petit débat de ce dimanche. Bon, peut-être un dernier message, éventuellement, suite à un dernier coup de gueule ou coup de cœur pour y taper. Et après, Lydia fera la conclusion. Un peuple qui ne sait pas d'où il vient, ne sait pas où il va, et qui ne sait pas ce qu'il va faire, parce que même, c'est ça, il faut qu'il sache que l'Afrique a été pillée, mais c'est une Afrique debout, qui est prête à aller devant, à se considérer comme des êtres humains à part entière. Voilà, c'est ça. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, tout ce qu'on vit actuellement comme racisme et discrimination est lié à l'esclavage. Parce que dès l'instant qu'il y a eu l'esclavage, il y a cette volonté de considérer ces peuples-là comme des peuples subalternes. Alors avant de boucler, on va écouter un peu Ismaëlo rapidement et on revient. On va boucler j'allais oublier sur la notion du sport. Tout à l'heure, on va boucler sur le sport. Okay. Ismaëlo, le gars qui chante Africa sur les 106.3 FM.
ko bala veni biversa. Mane petunya besi besi Africa don penero. Ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Kon jamu Africa, mom lay ñaan. Mane jamu Africa, moy suñu natange. Alors, on va maintenant boucler, mais avant de boucler, voilà. Donc, Lydia, tu te prononces sur le sujet. Vas-y, Lydia. Oui, je fais une petite conclusion très rapidement. Non, mais Lydia, on va conclure avec le sport. Oui, mais il faut garder une note. Je ne sais pas si notre ami l'a dit, mais l'histoire ne peut être changée, mais elle peut nous enseigner. Si aucune réparation ne pourra effacer les souffrances de l'esclavage, le devoir de mémoire, la justice, l'éducation aussi et le dialogue sont essentiels pour construire un avenir plus juste. N'oublions aussi jamais le passé afin de mieux préparer l'avenir. Merci. Bien sûr. Alors, donc, ça nous ramène un peu au sport. Hein. C'est toujours l'Afrique. L'Afrique à la Coupe du Monde. Hein. Après combien d'années, finalement, ils ont accepté qu'il y ait plus de 10 équipes africaines. On joue à 10 pays africains à la Coupe du Monde. Bon, pour moi, dans l'ensemble, le bilan est positif quand même, hein, parce que sur les 10, il y a 9 qui seront qualifiés pour le second tour. Et alors, Yves Tapé, comment tu as vécu cette participation africaine déjà? Et pour l'instant, il reste que l'Égypte qui va en quart de finale. Et je crois que la plupart des équipes africaines sont maintenant éliminées. Et même Haïti, Yves, je te coupe pas. Haïti aussi qu'on peut assimiler à l'Afrique, qui a aussi participé à cette CAN, à cette Coupe du Monde, pardon, à cette Coupe du Monde. Depuis longtemps. Oui, à cette Coupe du Monde, ouais. Qui a eu aussi une bonne participation, même s'ils ont été éliminés au premier tour. En fait, il faut considérer l'éthique sportive. Quand on joue, c'est le meilleur qui l'emporte, mais il est important quand même de tirer les leçons et puis d'apprendre. Bon, je pense que nos pays ont péché par l'inexpérience et la maturité. Tu vois, quand tu vois l'interview de l'entraîneur de Ludo Garcia, allemand, de la Belgique, aussi, celui de la Belgique, oui, bien sûr. Celui de la Belgique, il a dit carrément, on connaît ces équipes-là, ils jouent bien, mais à la fin, ils sont rattrapés par la désorganisation. Ils n'arrivent pas à se concentrer jusqu'à la fin. L'Égypte l'a prouvé encore. Là, les gens. J'ai vu l'Argentine et à la fin, ils ont été rattrapés. La Côte d'Ivoire, la même chose, le Sénégal. Voilà. Je pense que c'est une question d'inexpérience et de maturité. Voilà. Je pense qu'ils vont gagner en maturité dans les J'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a eu un petit groupé sur celui qui a dit ça, mais moi je pense que c'est quand même une vérité. Parfois, il faut accepter les vérités. Il y a un problème de concentration des équipes africaines. Comment 3 ou 4 équipes peuvent être éliminées au même moment, 86e minute, alors qu'ils menaient. Même hier, il y a pas l'Égypte aussi, remonté de 2 buts carrément. Oui, le challenge majeur, c'est en moins de 10 minutes. Bah oui, il faut que les pays africains ou bien les pays et les nations africaines travaillent sur surmonter ce plafond de verre. Il faut qu'ils travaillent sur ce fait. Alors Lydia, pour ta petite conclusion de tout cela, et puis comme ça on va se dire. Oui, de toute façon, moi je vais dire à l'occasion de cette émission, nous adressons un salut fraternel à toutes les sélections africaines qui ont porté haut les couleurs du continent lors de cette Coupe du Monde 2026. Une mention tout particulièrement au Maroc, qui poursuit son remarquable parcours et est désormais le dernier représentant africain. Ah non, l'Égypte est tombée. L'Égypte est tombée, c'est le Maroc. Voilà. Le Maroc, les lions de l'Atlas écrivent une. On va tous supporter le Maroc, puis, finalement. Une nouvelle. Alors, du football africain. On va vous dire merci pour ce petit débat du dimanche. Oui. Et on se retrouve dimanche prochain. Oui. Et Diaspora continue sur les 106.3 FM et sur la Radio Passion Culturelle. À dimanche prochain. À dimanche. Bye bye. Allez les bleus!
Alors Lydia, là c'est une autre chanson pour soutenir aussi les Bleus, hein. Les Bleus aussi qui est aussi la patrie qui nous tient à cœur. Alors on soutient les Bleus avec cette chanson et puis bon dimanche et le Diaspora continue. Alors Lydia, après notre rubrique débat du dimanche, hein, on arrive maintenant à nos chroniques. Hein, il y a la chronique africaine déjà, après la chronique littéraire et la chronique mémoire des femmes. Alors Lydia, qu'est-ce que tu nous réserves ce dimanche? Alors, je peux les donner il faut que ce soit dans l'ordre. Oui, vas-y. Okay. Voilà, ou pêle-mêle, c'est pas grave, après ce sera dans l'ordre. Ok, on va commencer par la chronique, la chronique africaine. Bon, voilà. La chronique africaine, c'est les tissus africains, un patrimoine vivant entre tradition, identité et élégance. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un trésor du patrimoine africain, les tissus traditionnels. C'est dans la chronique africaine. La chronique africaine sur la radio-fréquence Paris Pluriel, sur les 106.3 FM dans Diaspora avec Lydia Antoine. La chronique africaine, les tissus africains, un patrimoine vivant entre tradition, identité et élégance. Aujourd'hui, nous allons parler d'un trésor du patrimoine africain, les tissus traditionnels. En Afrique, le tissu n'est pas seulement un vêtement. Il raconte une histoire, exprime une identité et transmet des valeurs. Chaque motif, chaque couleur et chaque technique de fabrication possède une signification particulière. Parmi les tissus les plus célèbres figure le kente, originaire du Ghana, autrefois réservé aux rois et aux chefs Ashanti. Il est aujourd'hui porté lors des grandes cérémonies, des mariages, des remises de diplômes et des fêtes nationales. Chaque couleur possède une signification. Le jaune évoque la richesse, le vert, la nature et l'espérance, le bleu, la paix, le rouge, le courage et le sacrifice, tandis que le noir symbolise la maturité et la sagesse. Au Mali, on découvre le bogolan. Le bogolan est un tissu entièrement réalisé à la main. Son nom signifie « fait avec la terre ». Les artisans utilisent une boue fermentée pour créer les motifs. Chaque dessin raconte une histoire ou représente une valeur, comme le courage, la famille, la protection ou la fertilité. Au Sénégal, au Mali et en Guinée, le bazin
occupe une place importante. Ce tissu brillant est porté lors des mariages, des baptêmes, des fêtes religieuses et des grandes célébrations. Il symbolise souvent l'élégance et le respect. Impossible de parler des tissus africains sans évoquer le wax. Bien qu'il soit aujourd'hui fortement associé à l'Afrique, son histoire est étonnante. Inspiré de la technique du batik indonésien, il a été industrialisé en Europe au XIXe siècle avant de connaître un immense succès en Afrique de l'Ouest, où il est devenu un véritable symbole de créativité et d'expression culturelle. Aujourd'hui, les créateurs africains revisitent ces tissus avec modernité. Ils sont présents sur les podiums internationaux, dans la haute couture, les accessoires, la décoration et même le design contemporain. Les tissus africains voyagent également avec les diasporas. En France, aux Antilles, en Haïti, au Canada ou aux États-Unis, ils sont portés avec fierté lors des festivals, des cérémonies, des mariages et des événements culturels. Ils rappellent les racines, les traditions et l'histoire des peuples africains. Derrière chaque tissu, il y a aussi des femmes et des hommes qui perpétuent un savoir-faire ancestral. Tisserands, teinturières, couturiers et artisanes transmettent leurs techniques de génération en génération, faisant vivre un patrimoine d'une richesse exceptionnelle. Aujourd'hui, porter un tissu africain, c'est bien plus qu'un choix esthétique. C'est affirmer une identité, valoriser un héritage culturel et soutenir des artisans qui contribuent au rayonnement du continent africain. Les tissus africains nous rappellent que la culture peut se porter, se transmettre et raconter une histoire sans prononcer un seul mot. Merci de nous avoir suivis dans cette chronique africaine. Je suis Lydia Antoine et je vous donne rendez-vous très bientôt sur Diaspora Art pour une nouvelle immersion au cœur des cultures africaines. La chronique littéraire sur la radiofréquence Paris Pluriel en Diaspora sur les 106.3 FM avec Lydia Antoine. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur un immense écrivain haïtien, Dany Laferrière, né le 13 avril 1953 à Port-au-Prince. Il grandit à Petit-Goâve, auprès de sa grand-mère, une femme qui marquera profondément son imaginaire. Très jeune, il découvre le goût des livres, des histoires et de l'écriture. Journaliste en Haïti, il quitte son pays en 1976 pour s'installer au Canada après l'assassinat d'un de ses collègues sous la dictature de Jean-Claude Duvalier. En 1985, il publie son premier roman, Comment faire l'amour avec un aigle sans se fatiguer, qui attire immédiatement l'attention du public et de la critique. Au fil des années, Dany Laferrière construit une œuvre originale où se mêlent souvenirs, humour, poésie et réflexion sur l'identité. Parmi ses livres les plus connus figurent L'Énigme du retour, récompensé par le prix Médicis, Le cri des oiseaux fous et Pays sans chapeau. Son écriture est simple, sensible et profondément humaine. Il parle d'Haïti avec tendresse, sans jamais cacher ses blessures. Il évoque aussi la diaspora, l'exil, la mémoire, l'amour, l'enfance et la liberté. En 2013, il entre à l'Académie française, devenant le premier écrivain haïtien et québécois à y être élu. C'est une reconnaissance exceptionnelle pour la littérature haïtienne. Extrait. Je ne suis pas un écrivain haïtien, ni un écrivain canadien. Je suis un écrivain tout court. Cette phrase résume sa vision de la littérature. Une littérature qui dépasse les frontières et rassemble les peuples. Une autre citation souvent reprise est « Lire, c'est voyager sans quitter sa chaise ». À travers ses livres, Dany Laferrière nous invite à voyager entre Haïti, Montréal, Paris et le reste du monde, tout en restant profondément attaché à ses racines. Son œuvre nous rappelle que les livres sont des ponts entre les cultures et que la littérature est un formidable outil de dialogue et de compréhension.
Merci à Daniela Ferrière de faire rayonner Haïti à travers vos mots et votre regard sur le monde. À très bientôt pour une nouvelle chronique Plume et Paroles sur Diaspora, Politique Art avec Lydia Antoine. Mémoire de femme sur la radiofréquence Paris Pluriel sur les 106.3 FM dans Diaspora Art avec Lydia Antoine. Surya Bonali, la femme qui a défié la glace et les préjugés. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir le parcours de cette femme extraordinaire, une pionnière du patinage artistique mondial. Surya Bonali, elle est née le 15 décembre 1973 à Nice. Surya Bonali est adoptée très jeune par Suzanne et Georges Bonali. Très vite, elle révèle des qualités physiques exceptionnelles. Avant de chausser des patins, elle pratique la gymnastique, une discipline qui développera sa souplesse, son équilibre et sa puissance. À l'âge de 8 ans, elle découvre le patinage artistique. Très rapidement, son talent saute aux yeux. Elle enchaîne les victoires chez les jeunes avant de devenir l'une des plus grandes championnes françaises de tous les temps. Mais son parcours est loin d'être facile. À une époque où le patinage artistique est un sport dominé par des athlètes blanches venus principalement d'Europe de l'Est et d'Amérique du Nord, Surya Bonali fait figure d'exception. Elle est l'une des très rares femmes noires à évoluer au plus haut niveau dans cette discipline. Elle doit non seulement affronter la pression de la compétition, mais aussi les préjugés liés à sa couleur de peau et à son style. Surya Bonali possède une qualité exceptionnelle, sa puissance athlétique. Là où d'autres privilégient la grâce classique, elle apporte une nouvelle énergie, une nouvelle façon de patiner, mêlant force, dynamisme et créativité. Au cours de sa carrière, elle remporte 9 titres de championne de France, 5 titres de championne d'Europe et plusieurs médailles mondiales. Elle devient l'une des plus grandes ambassadrices du sport français. Mais ce qui fera entrer Surya Bonali dans la légende, c'est un geste devenu mythique. Lors des Jeux olympiques de Nagano, en 1998, alors qu'elle est blessée et qu'elle sait qu'elle ne remportera pas de médaille, elle décide de réaliser un salto arrière avec réception sur un seul patin. Ce mouvement spectaculaire et extrêmement difficile était interdit en compétition. Pourtant, Surya choisit de l'exécuter comme un symbole de liberté, de courage et de dépassement de soi. Cette image fera le tour du monde. Aujourd'hui encore, ce salto reste l'un des moments les plus célèbres de l'histoire du patinage artistique. Au-delà des trophées, Surya Bonali laisse un héritage immense. Elle a ouvert la voie à de nombreuses jeunes filles, notamment afrodescendantes, qui rêvaient de pratiquer ce sport. Elle a démontré que le talent, la persévérance et le travail pouvaient briser les barrières. Son parcours nous rappelle également une chose essentielle, il ne faut jamais renoncer à être soi-même. Malgré les critiques, malgré les difficultés, malgré les obstacles, elle est restée fidèle à son style et à sa personnalité. Aujourd'hui, Surya Bonali continue de transmettre sa passion à travers des spectacles, des stages et des actions auprès des jeunes sportifs. Elle inspire des générations de femmes à croire en leurs rêves et à dépasser les limites que la société tente parfois de leur imposer. Son histoire est aussi celle d'une femme qui a fait évoluer les mentalités dans un sport où la diversité était encore peu représentée. Elle nous enseigne que le courage n'est pas seulement de gagner des médailles, mais aussi d'oser être différent, d'affirmer son identité et de ne jamais abandonner. En cette émission, ou plutôt chronique de mémoire de femme, nous rendons hommage à Surya Bonali, une femme de caractère, une championne hors norme et une source d'inspiration pour toutes celles et tous ceux
qui croient que les rêves deviennent réalité grâce au travail, à la passion et à la détermination. Avant de nous quitter, retenons cette belle leçon de vie. Les plus grandes victoires ne sont pas toujours celles que l'on remporte sur un podium, mais c'est celles que l'on remporte contre les préjugés, les obstacles et le doute. Merci Surya Bonali d'avoir montré au monde que le talent n'a ni couleur ni frontière. Merci à vous, chers auditeurs, auditrices, de nous avoir suivis dans cette chronique Mémoire de femmes sur Diaspora Art, Diaspora Politique Art.